Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, le mystère de la momie. Pour ce podcast inédit, je vous emmène aux États-Unis, et plus précisément à Jericho, dans l'État de New York. Le 2 septembre 1999, un vieux baril rouillé est trouvé dans le vide sanitaire d'une maison à vendre. À l'intérieur, le corps momifié d'une femme enceinte, manifestement tuée à coups de marteau. Avec pour seul indice un carnet d'adresses dans un sac à main, la police parviendra-t-elle à résoudre ce crime mystérieux ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. Jericho, une petite commune de 13 000 habitants. Une ville, en apparence sans histoire, située au nord de Long Island. C'est ici que travaille Brian Parpen. Il est inspecteur à la brigade criminelle du comté de Nassau depuis 11 ans. Ce jour-là, quand le téléphone sonne, il ne sait pas encore que cet appel va bouleverser le cours de sa carrière. Allô, inspecteur Parpen ? L'homme qui m'a appelé pensait avoir découvert un cadavre. Sur le coup, ça m'a un peu étonné. Soit c'est un cadavre, soit c'en est pas un. Parpen se rend aussitôt sur les lieux. Son supérieur, Robert Edwards, est déjà sur place. Il interroge le propriétaire à propos d'un fût en métal suspect retrouvé sous la maison. Je vous assure que je ne sais vraiment pas d'où il vient. L'homme explique à l'inspecteur qu'il vient de vendre la maison et qu'il nettoyait les lieux quand il a remarqué un fût. Des déménageurs l'ont sorti. Ils ont retiré le couvercle, ont regardé à l'intérieur et ont immédiatement appelé la police. Le fût est rouillé, il est recouvert d'inscriptions et il paraît vieux. À voir son état, il se trouve là depuis plusieurs années. Je n'avais jamais senti quelque chose d'aussi atroce. Pourtant, je travaille sur des meurtres tous les jours et j'ai croisé la route de pas mal de cadavres. Il y a une chaussure et la tête d'une femme. On savait qu'il s'agissait d'un homicide parce qu'il aurait été impossible pour la victime de fermer le fût une fois à l'intérieur. À l'arrière de la maison, il y avait un petit escalier en béton qui menait à la porte de derrière. Et c'est derrière l'escalier en béton qu'il a découvert le baril. La police scientifique arrive sur les lieux pour commencer les prélèvements dans toute la propriété. Ce jour-là, ils ont pris plusieurs photos du fût. Ils ont également pris des photos des inscriptions qui se trouvaient dessus. Ils ont ensuite examiné la structure du fût. Le fait qu'il ait déjà été manipulé par différentes personnes, par le vendeur, le nouveau propriétaire et par l'agent immobilier qui les assistait, tout ça rendait inutile la prise d'empreintes digitales. C'est le baril lui-même et son contenu qui constitueraient la preuve. Quelques heures plus tard, le fût est amené à l'Institut médico-légal pour être analysé. Et voilà. Ce qu'on a d'abord remarqué, c'était que le fût était rempli de petites billes. C'est du plastique. Après des heures de fouilles minutieuses, Allons-y. le corps d'une femme est enfin dégagé. Et son état surprend les enquêteurs. On avait devant nous non pas un squelette, mais un corps qui, au fil du temps, s'était momifié. On a pu voir qu'il s'agissait d'une femme grâce à ses longs cheveux noirs. Ils lui descendaient sous les épaules et elle était très menue. Elle devait avoir entre 25 et 35 ans quand elle est décédée.
2 de ses dents de devant étaient recouvertes d'un inlay en or. Et le médecin légiste nous a dit que ce n'était pas courant aux États-Unis. Mais ça l'est en Amérique centrale. Il suppose donc que la victime vient de là-bas. L'arrière de son crâne présentait de graves blessures. D'après ce qu'on pouvait voir, elles avaient été causées par un objet contondant, comme un marteau par exemple. Elle avait reçu 6 ou 7 coups à l'arrière de la tête. Je ne suis pas spécialiste, mais déjà à l'époque, sa tenue était passée de mode. Les vêtements qu'elle portait semblaient avoir une bonne vingtaine d'années. Le décès de la victime pourrait donc remonter à la fin des années 70. L'autopsie du corps permet aussi de découvrir une information capitale pour la suite de l'enquête. Inspecteur, cette femme était enceinte et presque à terme. Elle était enceinte de 8 ou 9 mois. Alors on a tout de suite supposé que le meurtre avait été commis par un petit ami qui aurait appris sa grossesse et qui n'aurait pas voulu de bébé. Les enquêteurs se concentrent ensuite sur le baril rouillé, dans l'espoir d'y trouver des indices. Tout au fond du fût, on a découvert une sorte de liquide vert et visqueux. D'après le médecin légiste, il s'agissait de fluide corporel mélangé à un colorant. Mais autre chose attire leur attention. Il y a un sac à main. Regardons ça. Il ne contient ni permis de conduire, ni pièce d'identité. Par contre, il y a un carnet d'adresses. Vous pouvez l'envoyer à la scientifique ? Bien sûr. Merci. Tout au fond du baril, ils font une autre découverte. Une feuille artificielle de la même couleur que le liquide. Ce sont pour l'instant les seuls éléments dont disposent les enquêteurs pour tenter de résoudre leur affaire. De retour au bureau, Parpain épluche les disparitions impliquant les femmes d'Amérique centrale, survenues il y a 20 ans. Mais aucun profil ne correspond. Lorsqu'on enquête sur un meurtre, on commence par se renseigner sur la victime, sur les personnes qu'elle fréquentait, sur ses habitudes. Mais là, on ne savait pas qui était la victime. N'ayant aucune autre piste, les enquêteurs décident de se concentrer sur la maison de Jericho, où le corps a été découvert. Dis-moi, j'ai besoin de ton avis sur la maison. En 30 ans, elle a eu 4 propriétaires différents. Je dois tous les interroger ? Essaye de te renseigner sur eux. Les 2 hommes apprennent que la maison date de 1959. Avant l'homme qui a découvert le corps, 3 familles y ont résidé. Toutes sont plutôt aisées, avec des enfants et un casier judiciaire vierge. Pour Parpain, ça ne colle pas. Il me semblait peu probable qu'un des propriétaires ait laissé un corps sous la maison pendant aussi longtemps. Depuis le début de l'enquête, l'inspecteur Parpain a l'intime conviction que la clé de l'énigme se trouve à l'intérieur du baril. Alors il reprend son examen minutieux. Et sa persévérance finit par payer. En bas du fût, il y avait écrit RIM, New Jersey. On a fait quelques recherches et on a découvert qu'il s'agissait du fabricant de barils. L'inspecteur se rend immédiatement à l'usine du New Jersey. Vous pouvez me dire ce que ces numéros signifient ? Bien sûr. C'est la loi qui nous oblige à inscrire ces numéros. La plupart de ces fûts contiennent des produits chimiques toxiques. Alors ça nous permet de les localiser. Un peu comme avec une plaque d'immatriculation. Le 55 correspond au nombre de gallons. Le 3 au calibre de l'acier et le 363 signifie qu'il a été fabriqué en mars 1963. Et cette vignette verte, vous savez ce qu'elle signifie ? C'est un fabricant de produits chimiques à qui on fournissait les barils pour qu'ils stockent leurs produits. Parpain apprend aussi que la société en question a été rachetée en 1970. Il contacte les nouveaux patrons pour tenter de découvrir ce que contenait le fût. C'est un colorant qu'on appelle halogène vert.
Les employés ont été très aimables. Et ils m'ont expliqué que ce colorant n'existait plus depuis 1970, qu'il n'avait plus été produit après cette date. Et ces perles en plastique, ça vous dit quelque chose? Oui, on s'en sert pour les moulages par injection. Elles sont petites. Oui. Ça leur permet de fondre plus facilement. On les utilise pour fabriquer des petits soldats, des chaises ou des fleurs en plastique. Quand vous dites fleurs en plastique, vous voulez parler de ça? Tout à fait, oui. C'est exactement ça. Merci pour votre aide. Il n'y a pas de quoi. Bonne journée. Les billes en plastique, la fausse feuille, les numéros sur le baril, autant d'indices qui permettent de commencer à reconstituer le puzzle. D'abord, ces éléments indiquent que notre inconnu a vraisemblablement été tué entre 1963 et 1970. De plus, il est probable que le meurtrier ait travaillé ou ait eu accès à la société de moulage plastique qui utilisait ce type de colorant vert. Mais retrouver cet employé d'usine demanderait un temps fou aux enquêteurs et sans plus d'informations, les chances de réussite sont très minces. Alors que l'enquête semble patiner, de nouveaux éléments parviennent aux inspecteurs. Bonne nouvelle. Le carnet d'adresse a été analysé. Quoi? Je ne pensais pas qu'ils arriveraient à en tirer quoi que ce soit. Moi non plus. Ils l'ont séché et l'ont passé au scanner. À l'aide de ces équipements à infrarouge, l'équipe scientifique a pu déchiffrer quelques-unes des pages du carnet. Grâce à eux, des notes effacées depuis 30 ans sont de nouveau lisibles. Je n'en revenais pas que cela avait été possible. Ce qu'il nous fallait, c'était son nom. Il nous fallait son identité. Encore une fois, la réponse à leurs questions se trouve juste sous leurs yeux. La première chose qu'on a remarqué, c'est un numéro précédé de la lettre A, inscrit sur la deuxième de couverture. On savait qu'elle était hispanique, alors on s'est dit qu'il s'agissait de son numéro de carte verte. Parpaine appelle immédiatement le service de l'immigration et leur demande si ce numéro correspond à quelqu'un. Et très vite, ils parviennent à trouver un nom et une photo datant de 1966. On avait enfin un nom à mettre sur notre victime. Elle s'appelait Rina Angelica Marroquín et était arrivée du Salvador en août 1966. Elle avait 25 ans. L'inspecteur est satisfait. L'inconnu du baril a enfin une identité. Avec cette information, la police va maintenant pouvoir avancer dans son enquête. Quand j'ai vu la jeune femme sur la photo, j'ai pensé aux 30 années qui s'étaient écoulées avant qu'on la retrouve. Elle était là, bien vivante. Et la seconde d'après, elle avait disparu sans que personne ne s'interroge. Mais il doit bien y avoir quelqu'un, quelque part, qui se demande ce qui lui est arrivé. Les jours suivants, il tente de retrouver les personnes dont le numéro de téléphone figure dans le carnet. Ce numéro n'est plus attribué. Nous vous informons que le numéro demandé n'est plus attribué. Ce n'est qu'à la fin de la liste qu'il parvient à joindre l'un des numéros. Je suis de la police du comté de Nassau. Pouvez-vous me dire où se situaient les locaux? Le numéro appartient à une société du Garmont District, à Manhattan. Oui, ça fait 30 ans que je travaille ici, voire plus. C'est beaucoup. Oui. La femme qu'il rencontre se prénomme Cathy Andrade et est employée ici depuis le début des années 60. Vous la connaissiez? Mon petit ange. Rina Angelica Marroquín. Elle l'a appelé mon petit ange. Rina Angelica Marroquín. Elle la connaissait. Quand j'ai vu la photo,
Je me suis mise à pleurer. J'ai mis mes mains sur mon cœur. J'arrivais pas à y croire. Elle est morte, c'est ça? Oui, elle est morte. Ses pires craintes confirmées, Cathy raconte à l'inspecteur l'histoire qui la hante depuis 30 ans. Les deux jeunes femmes se rencontrent pour la première fois à l'église. Bonjour. Salut, bonne journée. À toi aussi. Comment tu t'appelles? Quand je l'ai entendue parler, je me suis doutée qu'elle venait du Salvador. Je lui ai posé la question et elle m'a dit que oui. Je lui ai dit que moi aussi. Et on est vite devenus amis. Rina lui explique qu'elle est arrivée la veille et qu'elle veut repartir de zéro après une séparation. Elle travaille dans une usine du centre et vit dans un foyer de jeunes filles tenues par des sœurs. Elle aimait apprendre. Elle était joviale et chaleureuse. Au foyer, tout le monde l'appréciait. Tu parles de mieux en mieux anglais. Je prends des cours tous les jours à mon travail. C'est bien. Mon petit ami m'aide. Elle était très amoureuse de lui. J'ai jamais su son nom. Elle disait toujours « mon petit ami, mon petit ami ». Mais Cathy ne sait rien sur lui, ni sur leur rencontre. Je le soupçonnais d'être marié, parce qu'il ne pouvait la voir que certains jours. Sois prudente. Oui. Fais attention à ne pas tomber enceinte. Je suis enceinte. Rina, c'est pas vrai. T'inquiète pas, ça va aller. Mais comment tu vas faire? Il m'a dit qu'il allait quitter sa femme et me trouver un appartement. Il te dit beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il les pense vraiment? Bien sûr. Cathy? Tu en es sûre? Oui. En effet, l'homme tient sa promesse. L'appartement en question se trouve à Hoboken. Elle a arrêté de travailler simplement parce qu'il le lui a demandé. Allô? Je pense qu'il voulait que personne ne sache qu'elle était enceinte. Mais son ventre grossissait. Cathy, comment tu vas? Je l'appelais toutes les semaines pour prendre de ses nouvelles. Enfin non, c'est elle qui m'appelait. Et si elle le faisait pas, je l'appelais moi. Elle avait l'air très heureuse, très satisfaite. Rina rassure Cathy et lui apprend que bientôt son petit ami va quitter sa femme. Elle ajoute qu'il la traite comme une reine. Il l'emmenait tous les mois chez le médecin. Il était très gentil avec elle. Il lui apportait souvent de la nourriture et lui donnait tout ce dont elle avait besoin. Je vais faire à manger. D'accord. Mais un jour, alors qu'elle quitte le travail, Cathy reçoit un appel. Allô? Cathy, j'ai vu sa femme. Rina, calme-toi. Elle pleurait et elle était dans un état pas possible. Elle était complètement affolée et répétait « Il va me tuer ». Il m'a dit qu'il allait divorcer. Rina, Mais c'est faux. c'est pas vrai. Rina, maintenant enceinte de 8 mois, explique qu'elle en a eu assez d'attendre que son petit ami avoue la vérité à sa femme et qu'elle s'en est elle-même chargée. Elle m'a raconté qu'elle était allée voir sa femme et qu'elle lui avait dit pour le bébé. Ça va? Il m'a dit qu'il était tellement en colère qu'il pourrait me tuer. Immédiatement, Cathy se précipite chez Rina. Rina? La porte était ouverte. Rina? Une de ses chaussures était par terre. La table était mise. J'étais sous le choc. J'étais sûre qu'il allait la tuer. Je vous en prie. Mon amie Rina m'a appelée et m'a dit que son petit ami allait la tuer. Et quand je suis arrivée chez elle, elle n'était pas là. Quand vous a-t-elle appelé? Il y a environ 3 heures. Je suis allée chez elle, la porte était ouverte, mais elle n'était pas là.
Quand vous êtes entrés, y avait-il des traces de lutte ou de sang? Non, mais la table était mise et la nourriture était encore chaude. Vous connaissez le nom de cet homme? Non. Non. Vous êtes de sa famille? Non, on est amis. Je veux signaler sa disparition. On ne peut pas signaler la disparition de quelqu'un seulement après quelques heures. Et comme il n'était pas rare qu'un homme marié s'enfuit avec sa maîtresse enceinte, la police ne chercha jamais à retrouver Rina. Mais Cathy savait au fond d'elle-même que son amie était en danger. Je suis retournée au travail et j'ai essayé de l'appeler, mais personne n'a répondu. Allez, décroche. S'il te plaît, Rina, décroche. La fois suivante, le téléphone était débranché. J'étais très inquiète. Je pensais à elle tous les jours, mais je ne pouvais rien faire. Je ne savais pas où chercher. J'étais perdue. J'avais personne à qui en parler. Je ne connaissais pas sa famille. Je n'avais pas leur nom, ni leurs adresses. Et je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Je savais qu'il lui était arrivé quelque chose. Après nous avoir raconté tout ça, Cathy Andrade a tout de même pu nous fournir l'adresse du foyer de jeunes filles où Rina vivait avant son déménagement. Ils avaient conservé les registres et ils ont pu trouver la date à laquelle Rina s'y était installée et celle à laquelle elle était partie. Cathy nous avait dit que quand Rina avait quitté le foyer, elle était enceinte de 3 mois. Elle était à 8 mois de grossesse quand elle est morte. Cela nous a permis d'estimer la date de sa mort à mars ou avril 1967. Lorsqu'une femme enceinte est retrouvée morte, le père du bébé est toujours interrogé, car il s'avère que souvent, il est impliqué. Grâce à Cathy, l'inspecteur Parpain sait maintenant que l'amant de Rina était un homme marié, tout comme les 4 propriétaires de la maison où le baril a été retrouvé. En fouillant les archives de la propriété, il découvre que l'espace où le fût était entreposé ne faisait pas partie de la construction d'origine. L'extension a été construite en 1980 et il pense que c'est à ce moment-là que le baril a été déposé dans le vide sanitaire. J'ai tout de suite cherché à identifier le propriétaire à l'origine de l'extension afin de pouvoir le questionner. C'est le 2e propriétaire, Stan Miller, qui est convoqué. Quand j'ai acheté la maison, l'extension était déjà là. Le permis que nous a fourni la ville indique qu'elle a été construite en 1980. Je suis arrivé en 1972 et je vous assure qu'elle y était déjà. Miller explique que l'extension avait été construite illégalement et qu'il avait lui-même entamé les démarches auprès de la ville pour régulariser la situation. Il ajoute que le baril se trouvait déjà là, mais qu'il avait supposé qu'il faisait partie des déchets de construction et qu'il n'y avait pas touché. À votre place, j'irai parler à la personne qui m'a vendu la maison. Un homme prénommé Howard Elkins? Oui. On ne s'attendait pas à ce que l'enquête nous mène au premier propriétaire de la maison. La police enquête alors sur Elkins. Au moment du meurtre, il avait une 40aine d'années, il était marié et père de 3 enfants. Il n'avait aucun casier. Mais une information en particulier attire leur attention. Les inspecteurs apprennent qu'Howard Elkins a fait carrière en devenant associé dans l'entreprise de son beau-père, Melrose Plastics. Une feuille en plastique avait été retrouvée dans le baril, ainsi que de l'halogène vert, un colorant pour plastique. Et il se trouve que le premier propriétaire de la maison possédait une entreprise qui fabriquait, entre autres, des fleurs en plastique. Pendant 20 ans, Howard Elkins a travaillé à l'usine aux côtés de son beau-père et d'un homme prénommé Melvin Gantman. En 1972, quand la société a mis la clé sous la porte, Elkins a vendu la maison de Jericho et a déménagé.
On a tenté de le retrouver grâce à son permis de conduire. Et on a découvert qu'il vivait en Floride. Alors on s'y est immédiatement rendu. Avant de l'affronter, la police veut être sûre qu'aucun élément ne leur a échappé. Les inspecteurs décident d'aller parler à Melvin Gantman, son ancien associé, qui vit lui aussi en Floride. Vous reconnaissez ce baril? Oui, on s'en servait pour stocker l'halogène vert, un colorant qu'on utilisait dans les moulages par injection. Et ces perles en plastique? Oui aussi, on les faisait fondre pour en faire des jouets, des fleurs, ce genre de choses. Les différentes pièces du puzzle commencent enfin à s'emboîter. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est en savoir plus sur son ancien collègue. J'ai quelques questions. Howard Elkins était un homme très bon dans son travail. Il était doué. Il avait beaucoup de force. Il savait parfaitement manier les machines et il était capable de soulever des moteurs. C'était quelqu'un de plutôt costaud. Vous savez s'il avait une petite amie? Oui, une petite latina. Elle était jeune. Elle avait les cheveux noirs et des dents en or. La description qu'il en a donnée correspondait parfaitement à ce que nous avions vu. Il ne connaissait pas son nom, mais il se souvenait qu'elle avait travaillé à l'usine pendant environ 1 an, entre l'année 1966 et l'année 1967. Ses souvenirs étaient flous, mais il se rappelait qu'elle avait brusquement disparu. Vous savez ce qui lui est arrivé? Non, pas du tout. Elle a simplement arrêté de venir. Pourtant, un souvenir étrange lui revient. Peu de temps après la disparition de la jeune femme, un propriétaire d'Hoboken avait appelé, furieux. Il m'a dit de prévenir M. Elkins que s'il ne lui payait pas les loyers qu'il lui devait, il jetterait tout ce qu'il y avait dans l'appartement. Les vêtements, la télé. Melvin transmet le message à un Howard impassible. D'accord, je m'en occupe, t'inquiète pas. Il a pris sa voiture et il est allé à Hoboken. Là-bas, il a récupéré une télé, une valise et un manteau. Mais il ne m'a pas dit d'où il venait. Ce qui était un mystère pour Melvin Gantman en 1967 est une évidence pour Parpain et Edwards 30 ans plus tard. Elkins était allé débarrasser le nid d'amour qu'il louait pour Rina après avoir caché son corps dans un baril sous sa maison. Ils peuvent maintenant appréhender le tueur. Howard Elkins? Police du comté de Nassau. Il était surpris de nous voir. Il avait l'air pris au dépourvu. Vous reconnaissez ce fût? J'ai bien peur que non. Ce n'est pas ce que vous utilisiez à l'usine? Non, ce qu'on utilisait était bien plus petit que ça. Et ces perles? Non, ça ne me dit rien. Cela faisait 25 ou 30 minutes qu'on interrogeait M. Elkins. Et rien de ce qu'il nous avait dit n'était vrai. Aviez-vous eu une aventure avec une femme lorsque vous travailliez à Melrose Plastic? J'ai eu une aventure, c'est vrai, mais très courte. Mon beau-père l'a découvert et m'a dit d'y mettre un terme, alors je l'ai fait. Comment elle s'appelait? Je m'en souviens pas. Vous la reconnaissez? Non. C'est la première fois que je vois cette femme. Mais le temps passait. Alors on lui a demandé si on pouvait récupérer un échantillon de son ADN en lui prélevant un peu de salive. Il a refusé en nous disant qu'il savait ce qui allait se passer s'il acceptait. Je lui ai demandé de quoi il parlait et il m'a répondu qu'il avait vu à la télévision qu'on pouvait fabriquer des preuves. Donc il a refusé. J'ai fini par lui dire qu'on n'était pas là pour rien et qu'on avait de bonnes raisons de croire qu'il était coupable. Et que c'était lui qui avait tué cette fille.
J'ai été clair avec lui. Je lui ai dit, on va partir, mais je vais obtenir un mandat. Je reviendrai effectuer un prélèvement ADN et je le comparerai à celui du fœtus mort. Je vais m'assurer que vous finissiez votre vie en prison. C'est compris? Il a hoché la tête et on est parti. Le lendemain, les deux inspecteurs reçoivent un appel de la police de Palm Beach. La femme d'Elkins venait de signaler sa disparition. Le matin même, il serait parti en laissant son portefeuille. Vous pouvez envoyer quelqu'un? La police se met immédiatement à sa recherche et sillonne la ville. 3 quarts d'heure plus tard, il se rend chez son meilleur ami parti en vacances. Des renforts arrivent. Je répète, des renforts arrivent. Ils l'ont retrouvé sur la banquette arrière du véhicule du propriétaire. Il s'était suicidé avec un fusil de calibre 12. Le fait de le retrouver mort a été une victoire douce amère. J'étais persuadé de sa culpabilité. Il a choisi de se tuer. Mais j'aurais voulu une autre fin. De retour à New York, l'ADN d'Elkins est comparé à celui du fœtus que portait Rina. Son ADN collait à celui du bébé. Il ne faisait aucun doute qu'Howard Elkins en était le père. Parpain et Edwards avaient enfin résolu le mystère de l'inconnu du fût. Ils avaient trouvé son meurtrier et pouvaient enfin classer le dossier. Ils peuvent aussi reconstituer sans mal les minutes qui ont précédé la mort de Rina Marroquin, 25 ans. Cathy. Rina? Il m'a dit qu'il allait divorcer, mais c'est faux. J'ai appelé sa femme. Je lui ai dit qu'on allait avoir un bébé. Ensuite, il m'a appelé et il m'a dit qu'il était tellement en colère qu'il pourrait me tuer. Ne bouge pas, j'arrive. D'accord. Fais vite. Comment t'as pu me faire ça? Tu devais tout lui avouer. Et je le ferai quand je l'aurai décidé, c'est clair? Je t'ai tout donné. Tout! Suis-moi, on y va! Je ne veux pas. Non, arrête. Elkins conduit Rina à l'usine de plastique à Manhattan. Il est tard et l'usine est fermée. Il n'y a personne et l'endroit est silencieux. Reste ici. Où est-ce que tu vas? Je reviens, bouge pas. Pardonne-moi. Je t'en prie. Je voulais bien faire. Pardon. Il l'a tuée de plusieurs coups à l'arrière de la tête. Elle est probablement morte sur le coup. À côté de lui, il y avait un baril. Elle était menue. Alors il l'a soulevée, l'a pliée en deux pour que ses pieds soient au niveau de sa tête et il l'a glissée à l'intérieur. Elkins ne peut évidemment pas laisser le fût à l'usine. Alors il le ramène chez lui et récupère plusieurs sacs de billes en plastique. Le lendemain, une fois seul, il les vide sur le corps. Mais une fois rempli, le fût est trop lourd pour être déplacé. Sa femme allait rentrer du travail et ses enfants de l'école. Il était coincé. Alors il l'a fait rouler et l'a caché sous l'extension. C'était la seule solution. Il l'a laissé là pendant 30 ans sans jamais être inquiété. Pendant que lui vivait sa vie et prenait soin de sa famille, elle a passé 30 ans enfermée dans un baril, sous sa maison. Je n'ai jamais pu ressentir de pitié pour Howard Elkins. Pas après ce qu'il avait fait à Rina Angelica Marroquin. J'étais désolé de son suicide, mais seulement parce que j'aurais voulu le traîner en justice et qu'il réponde de ses actes.
J'aurais voulu qu'il finisse sa vie en prison. J'aurais voulu entendre le jury le déclarer coupable au procès. Même après toutes ces années, je peux pas m'empêcher de me dire que si j'étais arrivée 5 ou 10 minutes plus tôt, il l'aurait pas emmenée et elle serait encore en vie. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. La pluie tombait sans interruption sur les toits gris de Lyon, ce matin-là. Une pluie fine mais insistante qui semblait vouloir laver la ville d'un secret que personne n'avait encore osé nommer. À l'angle de la rue Sainte-Catherine, une bande jaune de la police barrait l'entrée d'un immeuble ancien. Les lettres « Police » ne pas franchir claquaient sous le vent, pendant que 2 agents en ciré bleu fumaient silencieusement, les regards perdus dans le vide. C'était un immeuble sans histoire, occupé surtout par des retraités et quelques étudiants. Pourtant, c'est là, au 4e étage, qu'une scène sortie d'un cauchemar venait d'être découverte. L'inspectrice Claire Montel, la quarantaine, fine silhouette et regard d'acier, monta lentement les marches, évitant de poser les pieds dans les flaques de boue laissées par les bottes des techniciens. Elle travaillait à la brigade criminelle depuis 15 ans. Elle avait vu des choses, des corps mutilés, des crimes passionnels, des vengeances absurdes. Mais ce qu'on venait de lui décrire au téléphone n'avait rien de banal. Le concierge, un vieil homme tremblant, l'attendait devant la porte de l'appartement 4B. Son trousseau de clés vibrait dans sa main. « Je ne voulais pas entrer, madame, mais l'odeur !» bredouilla-t-il. Claire mit ses gants, hocha la tête et poussa la porte. L'air qui s'en échappa était lourd, saturé d'un mélange de poussière, de moisissure et de quelque chose d'indéfinissable. Une odeur âcre, douceâtre, presque sucrée, qui vous restait collée au fond de la gorge. L'appartement semblait figé dans le temps. Meubles des années 70, tenture jaunie, horloge murale arrêtée sur 3 arches 17. Sur la table, une tasse de café séché depuis longtemps et un journal daté du 12 mars 1999. Pourtant, le compteur électrique tournait encore. Au fond du salon, une armoire massive en bois de chêne attirait l'attention. La porte gauche était entr'ouverte. Claire s'en approcha, lentement, puis tira la poignée. Un souffle froid s'en échappa, comme si quelque chose attendait depuis des décennies d'être libéré. À l'intérieur, recroquevillée, se trouvait une forme humaine, enveloppée dans des bandelettes brunes, presque intactes. Une momie. Mais pas une momie de musée. Une momie de chair et d'os. Le corps avait été soigneusement embaumé, la peau tannée, les doigts croisés sur la poitrine. Les orbites s'étaient creuses, mais le visage conservait une expression paisible. Sur la tempe, une tache sombre, presque invisible, dessinait un cercle parfait. Les techniciens en scène de crime se regardaient, interdits. Un murmure parcourut la pièce. Claire, elle, resta silencieuse. Elle s'approcha, observa le corps, puis demanda « Vous avez vérifié l'identité du locataire ?»« Oui, » répondit un agent. « L'appartement appartient à un certain Henri Delmas, disparu depuis 2001. » Disparu, sans laisser de traces. Déclaration classée sans suite. Claire fronça les sourcils. « Et personne n'a rien remarqué depuis 24 ans ?» L'appartement a été loué à plusieurs reprises, mais cette armoire, elle a toujours été là. La pluie frappait plus fort contre les vitres, comme pour souligner l'étrangeté du moment. Une momie dans un appartement moderne, soigneusement dissimulée. Aucun signe de lutte, aucune effraction. Une disparition vieille de 2 décennies, et un corps préservé comme une offrande. Claire fit signe à son photographe. Prenez tout, chaque détail. Il y a bon. Puis elle se pencha à nouveau. Sous les bandelettes, quelque chose brillait faiblement. Une médaille en argent, attachée autour du cou. Elle la souleva du bout des doigts. Gravé dessus, un symbole étrange, une pyramide entourée d'un serpent. « Ce n'est pas religieux, » murmura-t-elle. « C'est ésotérique. » Elle se redressa et fixa le concierge. « Dites-moi, monsieur Dupuis, depuis combien de temps cet appartement est-il vide ?»« 3 ans, madame. Le dernier locataire, un jeune historien,
et partit en laissant les clés. Il disait qu'il entendait des bruits, des chuchotements la nuit. Claire sentit un frisson lui parcourir le dos. Et avant lui, une femme, une certaine Madame Lenoir. Elle est décédée ici, d'un arrêt cardiaque. Claire nota le nom sur son carnet. Chaque détail comptait. Les légistes arrivèrent peu après. Le médecin, un homme rond au visage rougeau, s'accroupit devant la momie. « Fascinant », murmura-t-il. « La conservation est exceptionnelle. Les tissus sont presque intacts. On dirait un travail professionnel. Vous pensez à un embaumement ? Oui, mais pas récent. Pas du tout. Il y a un soin extrême comme dans les rituels funéraires anciens. Mais, il hésita, le corps semble avoir été vidé récemment de ses fluides internes. Claire le fixa. Récemment ? Vous voulez dire que quelqu'un l'a entretenu ? Exactement. Quelqu'un a veillé à sa préservation. Un silence glacé envahit la pièce. Les néons du plafond clignotaient, la pluie redoublait. Dans ce décor banal d'immeuble lyonnais, la scène prenait des allures de cauchemar. Le soir même, Claire s'installa dans son bureau du commissariat, entourée de dossiers jaunis. Le visage de la momie hantait son esprit. Elle fit défiler les fichiers concernant Henri Delmas. Né en 1943, professeur d'histoire ancienne, spécialiste des rites funéraires égyptiens. Disparu en mars 2001 à la suite d'une conférence à la faculté des lettres. Dernière mention, un voyage prévu à Luxor, jamais effectué. Elle ouvrit ensuite le dossier de Madame Lenoir, ancienne infirmière militaire, locataire de l'appartement de 2005 à 2010, décédée dans son sommeil, aucun lien apparent. Mais un détail la troubla. Dans les objets saisis à sa mort figurait un carnet de notes, mentionné comme « illisible ». Claire demanda à l'archiviste de le lui apporter. Le carnet était là, couvert d'une fine couche de poussière, ses pages jaunies, écrites d'une écriture nerveuse. Elle lut quelques lignes. La nuit, il bouge, il me regarde, j'entends sa respiration derrière la porte, je sens son odeur, la poussière du désert. Il veut que je le rejoigne. Claire ferma le carnet, les doigts tremblants. Le lendemain, elle retourna sur les lieux. L'appartement était vide, scellé. Seul un technicien rangeait ses instruments. « Inspectrice », dit-il en lui tendant un sachet. « On a trouvé ça sous le plancher. À l'intérieur, un film Super 8 enroulé dans une boîte rouillée, une étiquette manuscrite. Expédition 1967. » Claire sentit son cœur s'accélérer. Quelques heures plus tard, dans la salle d'archives, le film projeté sur le mur révéla des images tremblantes. Un désert, des tentes, des hommes en chemise blanche, un sarcophage ouvert. La caméra s'attarda sur un visage, celui d'Henri Delmas, plus jeune, souriant. Puis un plan rapide, presque illisible. Un rituel, une main tenant un scalpel, une silhouette enveloppée de bandelettes et une voix chuchotée en arrière-plan. Celui qui dort sous le sable ne doit jamais être réveillé. L'écran devint noir. Claire resta immobile, pétrifiée. Un souffle glacial traversa la pièce, et dans le reflet du projecteur, elle crut voir, l'espace d'un instant, le visage de la momie se dessiner derrière elle. Le lendemain matin, la ville semblait lavée par la pluie de la veille, mais dans l'esprit de Claire Montel, les nuages restaient suspendus, lourds, opaques. Elle n'avait presque pas dormi. Les images du film Super 8 tournaient encore en boucle dans sa tête. Le désert, la main au scalpel, la voix. Cette voix grave et rauque qui semblait sortir d'un autre siècle. Elle se prépara un café noir, alluma une cigarette, puis s'assit à son bureau. Devant elle, le carnet de Madame Lenoir. Elle l'ouvrit à nouveau, cette fois plus lentement, page après page. L'écriture devenait de plus en plus désordonnée, les phrases coupées, les mots parfois grattés à l'encre rouge. Certaines pages portaient des taches brunes, comme du sang séché. Elle lut. Il se déplace la nuit. Les bandelettes bruissent sur le parquet. Je n'ose plus dormir dans la chambre. Puis une autre. Je lui parle. Il ne répond pas, mais je sens qu'il m'écoute. Il ne veut pas être seul. Claire sentit une boule dans sa gorge. Le noir souffrait peut-être de démence sénile ou de solitude. Mais la précision des descriptions la troublait. Chaque mot semblait porté par une peur lucide. Elle alluma la lampe de bureau, examina la marge d'une page arrachée. Un mot y était griffonné. Seth. Claire leva les yeux. Seth, dieu du désordre et du chaos dans la mythologie égyptienne. Henri Delmas était égyptologue. Le lien devenait évident, mais absurde.
Comment un professeur disparu depuis 24 ans pouvait-il être retrouvé embaumé dans une armoire? Elle ferma le carnet, prit sa veste et sortit. Direction, le musée des Confluences. Le conservateur, Dr Arnaud Bélier, un homme maigre à lunettes rondes, l'a reçu dans son bureau tapissé de papyrus et de statuettes en pierre. Quand elle lui parla d'Henri Delmas, il eut un sursaut. Delmas? Oui, bien sûr que je me souviens. Un brillant chercheur, un peu fantasque. Il disait qu'il avait trouvé quelque chose pendant une mission en Égypte, mais ses notes ont disparu après sa mort. Sa disparition? Corrigea Claire. Bélier la fixa. Vous voulez dire, il est vivant? Non. Mais il a été retrouvé. Hier. Le conservateur pâlit. Elle sortit une photo de la médaille trouvée sur la momie. Vous reconnaissez ce symbole? Il s'approcha, ajusta ses lunettes. Oui, c'est un glyphe inspiré du serpent Ouroboros, le symbole de l'éternel recommencement. Mais ici, c'est une version rare, associée au culte de Seth. Ce genre d'objet n'a rien de religieux. C'est un sceau, un avertissement. Un avertissement? Oui, dans certains textes anciens, il marque les corps maudits, ceux qu'on ne doit pas troubler. Un frisson parcourut la nuque de Claire. Et s'il s'agissait d'un rituel? Possible, mais pas égyptien, trop moderne, peut-être une tentative de réplique, un fantasme d'occultiste. Claire rangea la photo, remercia Bélier et s'apprêta à partir. Mais il la retint. Inspectrice, faites attention à ce que vous réveillez. Delmas était obsédé par l'idée que la mort n'était qu'un passage. Il disait toujours « Certains corps refusent de partir ». Sur le chemin du retour, l'air semblait plus lourd. Le vent balayait les feuilles, le ciel virait au jaune. Elle arriva au commissariat, posa son manteau trempé et appela son collègue Julien Moret, jeune lieutenant passionné de technologie. « J'ai besoin que tu numérises ce film Super 8, image par image, et vérifie s'il y a un son caché ou un signal parasite. » Julien acquiesça. Pendant qu'il préparait l'équipement, Claire ouvrit son ordinateur et lança une recherche sur Henri Delmas. Très peu de résultats, mais un lien attira son attention. Conférence « L'immortalité par la conservation » tenue à l'Université de Lyon en février 1999. Le résumé disait « Les anciens Égyptiens croyaient que préserver le corps, c'était préserver l'âme. Mais si le corps est trop bien préservé, que devient l'âme? Reste-t-elle prisonnière ?» Une phrase soulignée dans le manuscrit accompagnant la conférence lui glaça le sang. L'embaumement parfait est une malédiction. Julien revint 1 heure plus tard. « J'ai quelque chose, chef. Il y a bien une piste audio sur le film, mais elle est inversée, comme si elle avait été enregistrée à l'envers. Tu peux la corriger ?»« Déjà fait. Écoutez. » Il lança l'enregistrement. Un bruit de vent, des murmures, puis une voix distincte, masculine. « Ce n'est pas un tombeau, c'est une porte. » Claire sentit son cœur ralentir. Elle ferma les yeux. Une porte. Vers quoi? Le soir, elle retourna seule à l'appartement 4B. Les techniciens avaient terminé, mais l'air restait saturé d'électricité. Elle poussa doucement la porte, entra. L'armoire était vide. La momie avait été transférée à l'Institut médico-légal. Mais le silence paraissait habité. Elle marcha lentement, s'arrêta devant le miroir du salon. Sa propre silhouette lui sembla étrangère. Elle se pencha, examina son reflet. Et là, derrière elle, dans la vitre, une ombre. Elle se retourna brusquement. Rien. Un bruit sourd, comme un pas. Elle avança vers le couloir, lampe à la main. Les planches craquaient sous ses bottes. Une odeur de poussière et de cire envahit l'air. Puis un léger souffle, presque un murmure. Claire. Elle se figea. Le son venait du placard du fond, celui où les scellés avaient été entreposés. Elle tendit la main, ouvrit la porte d'un coup sec, vide, sauf un morceau de bandelette collé au mur où des lettres semblaient tracées à l'encre. Reviens. Elle recula d'un pas, la respiration courte. C'était impossible. Les lieux avaient été nettoyés, scellés, personne n'avait pu entrer. Le lendemain, au laboratoire médico-légal, le docteur lui fit signe d'approcher. « J'ai terminé les premiers examens sur la momie. Vous devriez voir ça. » Sur la table, le corps d'Henri Delmas, figé dans son sommeil éternel. Le médecin montra la tempe du défunt. « Vous voyez ce trou circulaire? Ce n'est pas une blessure, c'est une incision chirurgicale. Et regardez ça. » Il souleva légèrement le crâne. À l'intérieur, un petit cylindre métallique.
Une capsule ? Demanda Claire. Oui, fermée hermétiquement, gravée du même symbole que la médaille. Vous l'avez ouverte ? Pas encore. Je préférais que vous soyez là. Claire hocha la tête. Le médecin prit une pince, souleva le couvercle. À l'intérieur, un morceau de parchemin roulé, protégé dans de la cire. Il le déplia avec précaution. Les lettres tracées à la main semblaient anciennes, écrites à l'encre noire. S'il lit ces lignes, c'est qu'il est trop tard. L'ombre est libre. Claire sentit la pièce tourner. Le médecin fronça les sourcils. « C'est une plaisanterie, non ?» Mais Claire ne répondit pas. Elle se souvenait de la voix sur le film. « Ce n'est pas un tombeau, c'est une porte. » Et si la porte venait de s'ouvrir ? La nuit s'étirait sur Lyon, tiède et étouffante, comme si la ville retenait son souffle. Claire Montel n'arrivait plus à distinguer la fatigue de la peur. Ses pensées tournaient en cercle. Le film, la momie, le carnet, la capsule, le message. L'ombre est libre. Ces mots revenaient sans cesse, s'incrustaient dans son crâne comme une chanson qu'on ne peut plus faire taire. Au poste, le silence régnait. Seuls les néons vibraient doucement au-dessus des bureaux vides. Julien Moret entra, un dossier sous le bras et des cernes profonds sous les yeux. « Chef, j'ai trouvé un truc bizarre. J'écoute. J'ai fouillé les archives de la fac de lettres. Delmas avait un étudiant en 1999, un certain Émile Sorel. Il l'accompagnait partout, y compris sur ses fouilles. Après sa disparition, Sorel a repris une partie de ses recherches. Et aujourd'hui, il est encore vivant, prof d'histoire à Grenoble. Et il a publié un article il y a 3 ans. Les corps sans âme, étude des tentatives modernes d'embaumement total. Claire sentit un frisson lui parcourir les bras. Prends rendez-vous avec lui, demain matin. Julien hocha la tête. Elle s'alluma une cigarette. La fumée dessinait des spirales devant ses yeux. Elle pensa à cette phrase du film. Ce n'est pas un tombeau, c'est une porte. Elle se demanda combien de portes, au fond, elle avait ouvertes dans sa carrière. Combien de fois elle avait soulevé des couvercles qu'il aurait mieux valu laisser fermés. Le lendemain, à 9h, elle et Julien traversèrent les montagnes jusqu'à Grenoble. Le campus était vide, silencieux, baigné de brume. Dans un bureau encombré de livres et de cartes anciennes, Émile Sorel les attendait. C'était un homme d'une 60aine d'années, maigre, nerveux, avec un regard inquiet. « Inspectrice Montel, entrez, je vous en prie. » Le ton était courtois, mais ses mains tremblaient. Il leur offrit du café, puis s'assit face à eux. « Vous venez à propos d'Henri, n'est-ce pas ?»« Oui, son corps a été retrouvé. » Sorel ferma les yeux, longuement. « Je le savais, je le sentais. »« Vous le sentiez ? J'ai rêvé de lui ces dernières semaines. Toujours la même scène. Il m'appelle, il me dit qu'il est dans la poussière, qu'il veut sortir. » Claire échangea un regard avec Julien. « Vous savez ce qu'il a trouvé lors de sa mission de 1967 ?» Sorel hésita, puis hocha lentement la tête. « Une tombe, ou plutôt quelque chose qui y ressemblait. Un caveau creusé à même la roche, isolé du reste du site. À l'intérieur, un sarcophage, sans hiéroglyphes, sans nom. Delmas disait que c'était l'oublié. L'oublié ? Oui. Un être dont on avait effacé la mémoire pour qu'il cesse d'exister. Mais Delmas n'a pas respecté la consigne. Il a ouvert le sarcophage. Et ensuite, Sorel inspira profondément. Ensuite, tout a changé. Il se leva, alla chercher un vieux carton, en sortit une photo en noir et blanc. On y voyait Delmas, souriant, tenant un rouleau de papyrus. Derrière lui, un mur de pierre couvert de symboles gravés. « Ces marques, dit Sorel, sont des inscriptions de malédiction. Elles disent « Celui qui touche à la chair de l'oublié portera son souffle. » Claire fronça les sourcils. « Son souffle ? Son essence, son ombre, appelez ça comme vous voulez. » Le professeur s'assit à nouveau, visiblement épuisé. Delmas croyait avoir découvert le secret de la conservation absolue. Il parlait de l'immortalité matérielle. Mais il ne comprenait pas qu'en préservant le corps, il emprisonnait quelque chose d'autre, quelque chose qui ne devait pas être enfermé. Un silence lourd suivit. On n'entendait que la pluie fine contre les vitres. « Vous pensez qu'il a tenté le rituel sur lui-même » demanda Claire. « Non, répondit Sorel. Pire, je crois que quelqu'un d'autre l'a fait pour lui. » Qui ? Une femme.
une ancienne infirmière. Claire sentit son cœur se serrer. Madame Lenoir. Sorel la regarda avec un mélange de crainte et de soulagement. Alors vous savez... Oui, c'est elle. Ils se sont rencontrés peu avant sa disparition. Elle était fascinée par ses travaux. Delmas lui a transmis ses notes, ses méthodes. Et puis, plus rien. Il se leva, fit quelques pas dans la pièce. Quand j'ai appris ce qu'il avait disparu, j'ai fouillé son bureau. Il restait un seul document, une note griffonnée à la hâte. S'il revient, referme la porte. Claire resta immobile. Sorel la fixa, le regard perdu. « Dites-moi, inspectrice, quand vous avez trouvé le corps, l'air était-il froid ?»« Oui, très. Pourquoi ? Parce que cela veut dire qu'il n'est pas encore parti. » Elle se leva, furieuse. « Vous croyez vraiment à ces histoires ? À une malédiction millénaire ?» Mais Sorel resta calme. « Ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de conséquence. Vous avez ouvert un espace qu'il voulait fermer, et maintenant, il cherche un hôte. » Julien éclata de rire, nerveusement. « Un hôte ? Comme dans un film d'horreur ? Vous verrez, » dit Sorel doucement. « Il commence toujours par les rêves. » Sur le chemin du retour, la route sinueuse longeait les falaises. Le ciel s'assombrissait à nouveau. Julien, d'ordinaire bavard, ne disait rien. Claire fixait la route, les mains crispées sur le volant. Le visage de Delmas revenait sans cesse. Et ces mots. Il commence toujours par les rêves. Ce soir-là, dans son appartement, elle s'endormit sans même retirer ses vêtements, et elle rêva. Elle était dans un couloir étroit, creusé dans la pierre. Des torches brûlaient lentement. Devant elle, un sarcophage ouvert. À l'intérieur, un corps sans visage. Elle s'approcha. Les bandelettes se mirent à bouger, comme animées d'un souffle invisible. Une main jaillit, agrippa la sienne. Une voix murmura à son oreille. « Tu m'as libérée. » Elle se réveilla en sursaut, couverte de sueur. La lampe de chevet clignotait. Dans le silence, elle crut entendre un froissement, comme un tissu qu'on traîne au sol. Elle se leva, s'approcha de la porte. Sous le battant, un filet de poussière glissa lentement, comme si quelqu'un venait de marcher dans du sable. Elle recula. Son cœur battait à tout rompre. Elle n'osa pas ouvrir. Le lendemain matin, elle trouva sur son miroir une empreinte de main, fine, desséchée, comme tracée à la cendre. Julien entra dans son bureau à 9 heures précises. « Chef, j'ai reçu un appel du légiste. Vous devriez venir. » Ils arrivèrent à l'Institut médico-légal. La salle était déserte, les lumières tamisées. Le docteur se tenait près de la table d'autopsie, livide. « Le corps, dit-il. »« Quoi, le corps ?»« Il a disparu. » Claire sentit ses jambes vaciller. « Comment ça a disparu ?» Le coffre était fermé, les scellés intacts, mais il n'est plus là. Et regardez ça. Il tendit une enveloppe transparente. À l'intérieur, un morceau de bandelette sur laquelle on pouvait lire, tracé à l'encre noire, « La porte est ouverte ». Le jour s'était levé sur Lyon, mais un voile étrange couvrait la ville, comme si le soleil lui-même hésitait à briller. Claire Montel resta longtemps immobile dans sa voiture, garée devant l'Institut médico-légal. Ses mains tremblaient encore. Le corps disparut. La bandelette, les mots, la porte est ouverte. Tout cela dépassait la logique. Elle avait vu des meurtres atroces, des crimes sans mobile, des scènes que l'esprit refuse d'admettre, mais jamais un cadavre qui s'évapore. Et pourtant, elle savait au fond d'elle que ce n'était pas une simple disparition, c'était un déplacement, une continuité, comme si la mort, cette fois, n'était qu'un changement de place. Julien la rejoignit, pâle comme la lune. « J'ai revu les caméras, dit-il. Rien, aucune intrusion, pas de coupure, pas de mouvement. Le corps s'est volatilisé. »« Non, murmura-t-elle, pas volatilisé, emporté. » Ils se turent un moment, puis Claire prit une inspiration. « On retourne à l'appartement de Madame Lenoir. Il y a quelque chose que je n'ai pas vu. » L'immeuble était silencieux, saturé d'humidité. Les murs transpiraient encore la peur. En entrant dans le salon, Claire eut la sensation d'une présence. Pas une hallucination, quelque chose de tangible, presque électrique, comme si l'air lui-même vibrait. Elle observa les murs, puis s'accroupit près de la plinthe, où un fil de poussière s'était accumulé. En le grattant, elle découvrit une cavité, minuscule, dans laquelle reposait un vieux pendentif. Elle le prit. Une amulette d'onyx, gravée du même glyphe, le serpent qui se mord la queue. Mais cette fois, l'œil de la créature était peint en rouge. Julien s'approcha. « C'est quoi encore ce truc ?»« Une clé, répondit-elle.
ou un avertissement. Elle leva les yeux. Le miroir du salon renvoyait son reflet, déformé, ondulant. Une ombre bougea derrière elle. Julien sursauta. « Vous avez vu ?» Claire fit un pas vers le miroir. L'air se glaça. Son propre visage se couvrit d'un voile noir, comme si la lumière s'éteignait à l'intérieur de la glace. Puis un souffle, un murmure venu de nulle part. « Reviens en poussière !» Le miroir éclata soudain, projetant des éclats tranchants sur le sol. Julien cria, recula. Claire leva le bras pour se protéger. Quand le silence retomba, il ne restait qu'un souffle de vent froid et une odeur de cire fondue. Ils quittèrent l'appartement précipitamment. Dehors, le ciel s'était assombri d'un gris métallique. Claire alluma une cigarette, ses doigts tremblaient. « Vous croyez toujours que ce n'est qu'une coïncidence ?» demanda-t-elle. Julien baissa les yeux. « Je crois qu'on a mis les pieds dans quelque chose qu'on ne comprend pas. » Au commissariat, elle consulta à nouveau les notes de Delmas retrouvées par Sorel. Parmi les pages scannées, une phrase lui sauta aux yeux. L'ombre se lie à ce qu'elle touche. Sous la phrase, un schéma représentant un cercle, un corps humain et, autour, un serpent à 2 têtes. Julien regarda par-dessus son épaule. « Vous pensez que cette chose s'attache à quelqu'un ? Peut-être. Et si c'est le cas, elle a besoin d'un hôte. Vous croyez qu'elle pourrait vous choisir, vous ?» Claire ne répondit pas. Le soir venu, elle rentra chez elle. L'appartement lui sembla plus sombre que d'habitude. Elle posa son arme sur la table, se servit un verre de vin et s'assit. Ses yeux se posèrent sur le pendentif. Il vibrait légèrement, comme si quelque chose à l'intérieur cherchait à bouger. Elle hésita, puis le jeta dans le tiroir et le ferma à clé. Elle alla se coucher, mais le sommeil ne vint pas. Des bruits faibles, réguliers, montaient de l'entrée, comme des pas nus sur le parquet. Elle se leva, prit son arme, avança. La porte du salon était entr'ouverte. Un souffle, encore. Elle entra. Le tiroir était ouvert. Le pendentif avait disparu. Sur le mur, quelqu'un, ou quelque chose, avait écrit avec un doigt tremblant « Tu portes son nom ». Elle sentit ses jambes fléchir. Son nom? Un souvenir lui revint soudain, celui de son père, archéologue amateur, passionné d'Égypte ancienne. Il lui avait donné son prénom, Claire, en hommage à la déesse Claria, gardienne de la lumière dans certaines croyances antiques. Elle n'y avait jamais prêté attention, jusqu'à maintenant. Le lendemain matin, elle retrouva Julien au café d'en face. Il tenait une tablette. « Vous devriez voir ça. » Il lança la vidéo. C'était un enregistrement de la morgue, caméra de surveillance numéro 4, daté de la nuit de la disparition. Tout d'abord, rien. Le corps de Delmas immobile sous le drap. Puis, à 00h47, le drap se mit à bouger, lentement. Une main en sortit, desséchée, noire. Le corps se redressa. Il n'y eut ni cri, ni alarme. Juste le bruit du tissu qu'on tire. La momie descendit de la table, fit 3 pas, puis disparut du champ de la caméra. Julien arrêta la vidéo. « C'est impossible. » Claire fixa l'écran, les yeux secs. « Ce n'est pas impossible, c'est arrivé. » Elle demanda à Julien de reculer l'image au moment où le corps se redresse. Là, sur la bande, on distinguait quelque chose d'étrange. Une marque sur la poitrine, à l'endroit du cœur, une cicatrice en forme de serpent. « Il a été scellé, » murmura-t-elle, « pas enterré. » Ils décidèrent de se rendre à l'entrepôt où les effets personnels de Delmas avaient été entreposés après son décès. Dans un coin, parmi les cartons de livres et les caisses de fouilles, Claire trouva une valise en cuir noir. À l'intérieur, un carnet relié de cuir et un petit flacon de verre, vide. Sur le carnet, gravé à la main, « Projet 7 ». Elle ouvrit la première page. L'âme ne quitte jamais vraiment le corps. Elle attend qu'on la rappelle. Plus loin, si la matière résiste au temps, elle devient le temple du souffle. Mais le souffle exige un prix, un hôte vivant. Julien pâlit. Un hôte vivant, ça veut dire qu'il veut se réincarner ? Claire ferma le carnet. Non, il veut revenir, et pour ça, il doit prendre la place de quelqu'un. À cet instant, son téléphone vibra. Un message sans numéro d'expéditeur. Ne cherche plus. Il est déjà en toi. Le souffle lui manqua. Elle lâcha le téléphone, recula d'un pas. Julien la regarda, inquiet. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais Claire ne répondit pas. Dans la vitre poussiéreuse de l'entrepôt, son reflet venait de cligner des yeux, avant elle. Le laboratoire médico-légal d'Orléans était plongé dans une lumière blafarde, un halo verdâtre des néons qui vibrait au-dessus des paillasses. Les experts en blouse blanche manipulaient avec précaution ce que la presse appelait déjà la momie du sous-sol. Sur la table d'acier reposait ce qui restait du corps,
soigneusement débarrassée des bandelettes et des résidus de colle. Camille se tenait à distance, observant, les bras croisés, le visage fermé. À côté d'elle, un homme d'une 50aine d'années, lunettes rondes et regard acéré, détaillait chaque os. « Regardez ici, inspectrice », dit-il en pointant une fracture nette sur la clavicule droite. Elle n'est pas ancienne. Cette blessure date probablement de quelques heures avant la mort. Camille sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le médecin légiste, le docteur Leclerc, poursuivit. « Ce n'est pas une momie véritable, vous le savez. C'est une mise en scène, une imitation grotesque, mais diaboliquement précise. Quelqu'un a voulu reproduire le processus de momification avec des moyens modernes. » Dans un coin du laboratoire, l'assistant plaça sur une table une boîte contenant les artefacts trouvés autour du corps. Un morceau de tissu brodé, un pendentif en forme d'œil et une minuscule fiole scellée. Camille prit le pendentif et l'observa de près. Une reproduction grossière de l'Aïdorus, symbole de protection et de pouvoir. « Vous croyez qu'il ou elle voulait envoyer un message ?» demanda-t-elle. Leclerc haussa les épaules. « Peut-être, mais le plus inquiétant, c'est ce que nous avons trouvé dans la fiole. » Il fit signe à l'assistant, qui approcha un petit plateau. À l'intérieur, un liquide jaunâtre, et au fond, des particules. Résidus d'une plante narcotique, probablement utilisée pour endormir la victime avant le reste. Camille détourna les yeux. Elle avait vu des scènes macabres, mais celle-ci dépassait tout. L'idée d'une personne vivante, consciente, lentement vidée de son souffle sous des bandelettes serrées, lui serra la gorge. Dehors, la pluie recommençait à tomber. Elle s'appuya contre la vitre du couloir, observant les gouttes s'écraser sur la surface. Dans son esprit, les images se superposaient. La cave, la poussière, la main figée, le silence. Et surtout, cette certitude désormais brûlante. Ce n'était pas un meurtre isolé. C'était un rituel. Elle remonta dans sa voiture, le moteur ronronnant faiblement. Sur le siège passager, son carnet débordait de notes, d'articles, de photos imprimées. Elle rouvrit une coupure de presse datant de 1998. Un collectionneur retrouvé mort, embaumé dans son propre musée privé. Le même modus operandi, les mêmes traces de cire, les mêmes symboles égyptiens. L'affaire avait été classée faute de preuves. Camille sentit son cœur s'accélérer. Bon sang, il est revenu. Son téléphone vibra. C'était un message de Julien, le jeune journaliste qu'elle avait rencontré lors du précédent dossier. « J'ai trouvé quelque chose, tu devrais venir voir. » Une demi-heure plus tard, elle se tenait devant un petit café au bord du canal. Julien, nerveux, feuilletait des dossiers. Il leva la tête à son arrivée. « Regarde ça !» Il posa une photo jaunie sur la table. On y voyait un homme, costume clair, lunettes rondes, un sourire crispé. « C'est qui ?» demanda Camille. « Antoine Mercier, archéologue, disparu en Égypte en 1999. Mais avant de partir, il travaillait au musée d'Orléans, dans la section égyptologie. » Camille fronça les sourcils. « Tu crois qu'il a un lien avec notre affaire ?» Julien hocha la tête. « Pas seulement un lien. Regarde bien la médaille qu'il porte sur la photo. » Elle se pencha, autour du cou de l'homme, le même pendentif, le même œil d'Horus. Le silence s'installa. Le cliquetis des cuillères, les voix des clients semblaient s'éloigner. Camille sentit que la pièce se resserrait autour d'eux. « Julien, tu réalises ce que ça veut dire ? Si Mercier est lié à cette affaire, alors quelqu'un reproduit ses travaux, ou pire, continue ce qu'il a commencé. » Le jeune homme acquiesça. « Et ce n'est pas tout. » Il sortit une clé USB de sa poche. Ceci vient d'un ancien serveur du musée, des enregistrements internes, des plans de conservation, des listes d'artefacts. Regarde la date. Avril 2022. « Impossible, » murmura Camille. « Le musée n'a plus de département égyptien depuis 2005. Quelqu'un l'a réactivé. » De retour au commissariat, elle lança les fichiers sur son ordinateur. Les vidéos montraient un sous-sol poussiéreux, des vitrines, et une silhouette en combinaison blanche, manipulant des objets anciens. À chaque plan, le même rituel. Position du corps, marquage des symboles, application de résine. À la dernière séquence, la caméra se figea sur une table métallique. Dessus, une forme humaine recouverte de bandes. Camille coupa la vidéo, le souffle court. Elle savait désormais que le meurtrier avait un savoir-faire, une connaissance précise des pratiques funéraires antiques. Mais elle ne s'attendait pas à ce que la dernière image lui glace autant le sang. Dans un coin du plan,
Sur un mur, un graffiti tracé à la craie blanche, Mercier vit encore. La nuit suivante, elle fit un rêve étrange. Elle se voyait marcher dans une salle obscure, bordée de statues et de sarcophages. Une voix lui murmurait « Le passé n'est jamais mort ». Elle se retourna. Une silhouette aux yeux bandés la fixait, puis tendait la main vers elle. Elle se réveilla en sursaut, le souffle court, la peau couverte de sueur. Le matin, elle appela Leclerc. « Docteur, avez-vous analysé l'ADN de la victime ?»« Oui, et le résultat est curieux. L'homme n'était pas répertorié, mais son profil génétique correspond à un parent direct d'Antoine Mercier. » Camille resta figée. « Un parent? Vous voulez dire son fils ? Probablement, mais il n'existe aucun enregistrement officiel d'un descendant. Alors quelqu'un cache quelque chose, souffla-t-elle. Le soir, elle retourna sur les lieux du crime. Dans le sous-sol, les marques sur le sol semblaient avoir changé de place. Elle alluma sa lampe. Un symbole nouveau avait été tracé à la craie, exactement à l'endroit où la momie avait été trouvée. C'était un cercle entouré de 7 traits verticaux. Elle prit une photo, puis entendit un bruit, un frottement quelque part derrière les caisses. Elle leva sa lampe tendue. Qui est là? Aucun son. Puis, dans le faisceau, un éclat, un pendentif identique à celui qu'elle avait vu au laboratoire, suspendu à un clou. Et derrière, une inscription gravée dans le mur. Celui qui réveille les morts rejoint leur sommeil. Camille sentit un souffle froid passer dans son dos. Elle recula lentement, mais quelque chose attira son attention. Un carnet posé sur une caisse. Elle l'ouvrit. Les pages étaient remplies de croquis, de notations en hiéroglyphes et d'une signature au bas de chaque page. A. Mercier. Le mystère venait de changer de nature. Ce n'était plus seulement un meurtre. C'était une prophétie interrompue. Camille resta longtemps immobile, le carnet ouvert entre ses mains gantées, incapable de détacher son regard des dessins qui emplissaient les pages. Les traits étaient précis, presque obsessionnels, et chaque planche semblait décrire un fragment d'un rituel oublié. À la première page, un titre écrit d'une écriture nerveuse. Cycle de résurrection, phase 1. Elle parcourut les feuillets à la lumière vacillante de sa lampe torche. Des corps enveloppés, des jarres, des symboles d'Anubis, des annotations en français, mêlées à du grec ancien et à de l'égyptien hiératique. Plus elle lisait, plus son souffle se faisait court. Mercier ne s'était pas contenté d'étudier la momification, il avait cherché à la reproduire. Et pas seulement sur des cadavres. Elle prit des photos de chaque page avant de refermer le carnet. Dehors, le vent faisait claquer les vieilles fenêtres du sous-sol, et la poussière retombait lentement comme une cendre invisible. Elle quitta le bâtiment, le cœur battant, l'impression d'avoir réveillé quelque chose de trop ancien. Une fois dans sa voiture, elle alluma le chauffage et composa le numéro de Julien. « J'ai trouvé le journal de Mercier. »« Quoi ? Où ?»« Dans le sous-sol, à l'endroit même du corps. Il a tout noté. Des rituels, des formules, même des plans anatomiques. Il savait ce qu'il faisait. » Un silence. Puis la voix de Julien, plus grave. « Camille, je crois que quelqu'un d'autre l'a lu avant toi. » Elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« J'ai fouillé le réseau interne du musée. Il y a 3 jours, quelqu'un a tenté d'accéder à un dossier intitulé Projet Sekem. C'est le même nom qu'on retrouve dans les marges du carnet. Et l'adresse IP provient du commissariat d'Orléans. » Camille sentit la colère lui monter au visage. Quelqu'un de l'intérieur. Elle coupa la communication, sortit de la voiture et remonta jusqu'au bureau du commandant Borel. Il l'accueillit avec son éternel air fatigué. « Inspectrice, encore cette histoire d'archéologue ? Ce n'est pas une histoire, commandant. Quelqu'un ici a consulté un dossier secret lié à Mercier. » Borel leva un sourcil. « Et vous avez une preuve ? » ?»« Pas encore, mais je vais la trouver. » Elle sortit du bureau sans attendre de réponse. Ses pas résonnaient dans le couloir vide et à chaque porte qu'elle croisait, elle sentait un regard invisible sur elle. Dans la salle d'archives, elle alluma la lumière. Des étagères entières couvertes de dossiers poussiéreux, des classeurs oubliés, des preuves scellées. Elle chercha la section des affaires classées sous crimes rituels, 1990-2000. Après 1 heure de fouille, elle trouva enfin un dossier jauni, scellé d'un ruban rouge. Sur la couverture, une mention. Affaire Mercier, confidentielle défense. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle défit le lien. À l'intérieur, des photos de fouilles, des rapports de police et surtout une lettre. Elle la déplia lentement.
À qui trouvera ce message? Si mes travaux devaient me coûter la vie, sachez que la clé repose dans le cœur du temple. Le corps n'est rien, seule la formule demeure. Mais que nul ne tente de l'achever, car celui qui l'achève perdra son souffle. A. Mercier. Camille relut la phrase plusieurs fois. Le cœur du temple, était-ce une métaphore ou bien une localisation? Elle pensa aussitôt au musée, à son ancienne salle égyptienne, aujourd'hui murée. Le lendemain matin, elle s'y rendit avec un mandat d'inspection. Les agents du musée, visiblement nerveux, la laissèrent en passer après quelques coups de téléphone. La salle égyptienne était plongée dans une pénombre épaisse. Les vitrines vides alignées comme des tombes, les inscriptions à moitié effacées sur les murs. Sur le sol, des marques de pas récentes. Elle suivit la trace, lampe à la main. Derrière une tenture déchirée, une porte métallique à moitié soudée. Elle donna un coup d'épaule, puis un deuxième. La porte céda avec un grincement sinistre. Derrière, une petite pièce. Une odeur de cire, de terre et de poussière rance. Au centre, un sarcophage brisé en deux. Et, posé dessus, un bocal en verre contenant une substance noire. Sur un pan de mur, une inscription au charbon. Sekem, la force vitale. Camille approcha, sortit son téléphone pour prendre une photo, mais le flash révéla autre chose. Un visage peint sur le mur, celui d'un homme à demi effacé, mais dont le regard semblait la suivre. Un bruit de pas derrière elle. Elle se retourna brusquement, le cœur battant. Personne. Seulement le souffle du vent qui passait sous la porte. Elle sentit pourtant d'une présence, quelque chose de tangible, qui emplissait la pièce. Puis, dans un coin, un bruit sec, un téléphone qui vibre. Elle s'approcha. L'écran clignotait. Un seul message affiché. « Tu ne devrais pas être ici. » Elle recula glacée. « Qui est-ce là ?» Rien. Elle sortit précipitamment du musée. Dans la lumière du jour, tout semblait plus normal, presque banal. Et pourtant, elle savait qu'elle n'était plus seule sur cette enquête. Quelqu'un suivait chaque pas. Le soir, elle se rendit chez Julien pour lui montrer les photos. Il les fit défiler lentement, jusqu'à celle du mur. Il agrandit l'image, plissa les yeux. « Attends, tu vois ça, là ?»« Quoi ? Ce n'est pas une peinture, c'est un visage imprimé sur du papier, collé sur le mur. On dirait une photo. » Camille s'approcha, fascinée. Et soudain, elle reconnut le regard. C'est lui, c'est le fils. Julien hocha la tête, pâle. Alors tout ça, c'est un message, il a pris la place du père. Non, corrigea Camille d'une voix sourde, pas seulement la place. Il termine ce que Mercier avait commencé. Un silence pesant tomba sur la pièce. La lampe de bureau crépitait légèrement. Dehors, la ville semblait s'endormir, inconsciente du rituel qui se rejouait dans ses entrailles. Camille se leva lentement, prit son manteau et souffla. On doit le trouver avant qu'il ne recommence. Mais au moment où elle posa la main sur la poignée de la porte, le téléphone de Julien vibra. Un nouveau message. Il le lut à voix haute, tremblant. Le cœur du temple bat encore. Et vous êtes déjà dedans. Le message semblait flotter dans l'air, suspendu comme une menace invisible. Le cœur du temple bat encore. Et vous êtes déjà dedans. Julien resta figé, les doigts crispés sur son téléphone, tandis que Camille sentait le froid lui grimper le long du dos. Le silence dans la pièce était presque sacré, pesant, jusqu'à ce qu'un bruit lointain, un claquement sec, les fasse sursauter. Quelqu'un venait de refermer une porte à l'extérieur de l'appartement. Camille éteignit la lumière d'un geste. L'obscurité les enveloppa aussitôt. Ils se regardèrent sans parler, respirant lentement, puis elle murmura « Ne bouge pas ». Elle avança à pas feutrés jusqu'à la fenêtre, écartant légèrement le rideau. Dans la rue, un homme en manteau long observait l'immeuble, impassible. Son visage était invisible sous la capuche. Après un instant, il tourna les talons et s'éloigna. Camille laissa tomber le rideau, le cœur battant à tout rompre. « Il nous surveille », dit-elle. « Il sait où on est. » Julien avala sa salive. « Qu'est-ce qu'on fait ? On disparaît. Ce soir, tu prends ton matériel et on quitte la ville. » « Tu plaisantes ? » « Non. Il faut le forcer à sortir de son repère. Tant qu'on reste ici, on joue sur son terrain. » Ils emballèrent en silence leurs dossiers, les photos, les extraits du carnet de Mercier. Avant de partir, Camille jeta un dernier regard à la table où reposait la clé USB. Une idée soudaine la traversa. « Attends, » murmura-t-elle. « Avant de partir, je veux vérifier une chose. » Elle connecta la clé à son ordinateur portable et lança un dernier fichier, intitulé « Sekem Protocole Final ». L'écran s'emplit de symboles, puis d'un schéma anatomique sur fond noir.
Une voix synthétique s'enclencha, monotone. Étape 7. Le souffle d'Osiris. Transfert de la force vitale. Le corps réceptacle doit être préparé selon les rites. Le donneur doit consentir. Le temple doit être scellé. Yaasinia. Camille sentit une nausée la prendre. Transfert de la force vitale. Il essaye de ramener quelqu'un. Julien resta silencieux un moment, puis dit d'une voix blanche. Ramener son père. La nuit avalait déjà la ville lorsqu'ils quittèrent l'appartement. Leurs phares fendaient la brume et les rues d'Orléans semblaient désertes. Camille conduisait sans parler, concentrée, le regard fixé sur la route. Julien, à côté d'elle, tenait le carnet de Mercier contre lui, comme un talisman maudit. « Où on va ?» demanda-t-il enfin. Là où tout a commencé, le musée. Ils arrivèrent vers minuit. Les grilles étaient enfermées, mais Camille connaissait un accès latéral par la cour technique. Ils enjambèrent le mur, atterrirent dans l'ombre des statues et se faufilèrent jusqu'à l'aile égyptienne. Le vent s'engouffrait dans les couloirs, faisant gémir les vitres. L'endroit semblait vivant, comme si les pierres elles-mêmes retenaient leur souffle. Dans la salle principale, Camille alluma sa lampe. La poussière dansait dans le faisceau. Tout semblait à sa place, sauf une chose. Le sarcophage brisé qu'elle avait découvert plus tôt avait disparu. À sa place, un espace vide, proprement nettoyé, et au sol, un symbole tracé à la craie blanche. Un œil ouvert, entouré d'un cercle. « C'est un sceau », murmura-t-elle. « Il prépare une nouvelle cérémonie, » dit Julien. « Et si la victime était déjà choisie ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, un craquement retentit dans la pièce voisine. Ils se figèrent. Camille éteignit la lampe et fit signe à Julien de rester derrière elle. Pas un bruit. Puis une lueur apparut sous la porte, la flamme d'une bougie. Quelqu'un avançait lentement, une silhouette tenant un chandelier. La porte s'ouvrit sans bruit. Un homme entra, vêtu d'une longue tunique beige, le visage masqué par un tissu blanc. Il déposa la bougie sur le sol et murmura quelque chose en égyptien ancien. Sa voix résonna étrangement, presque chantée. Camille reconnut les mots, du moins certains. Que l'esprit du père renaisse dans le souffle du fils. Elle leva son arme et s'avança. « Police, lâchez ça tout de suite !» L'homme se figea. Puis, lentement, il tourna la tête vers elle. Ses yeux étaient calmes, d'un bleu presque translucide. « Vous êtes trop tard, inspectrice, » dit-il d'une voix douce. « Le temple s'est déjà ouvert. Qui êtes-vous ? Celui que vous cherchez. Celui qui porte la mémoire. » Julien s'avança, tremblant. Le fils Mercier, l'homme esquissa un sourire. « Je n'ai jamais cessé d'être son fils. Mon père m'a laissé une mission. Achever le cycle. Il n'a pas compris qu'on ne peut pas simplement étudier la mort. Il faut la traverser. » Camille fit un pas vers lui, son arme toujours braquée. « Vous avez tué cet homme dans le sous-sol. Vous l'avez embaumé vivant. Pourquoi ? » « Ce n'était pas un meurtre, dit-il calmement. C'était une offrande. Le corps devait être préparé pour accueillir le souffle. Vous ne comprenez pas, inspectrice. Il n'y a pas de mort, seulement un passage. » Son ton n'avait rien d'agressif, rien d'hystérique. C'était pire. Il croyait chaque mot qu'il prononçait. « Vous êtes malade, » souffla Julien. « Non, je suis éveillé. » L'homme leva lentement les bras. Au même instant, des bruits de pas résonnèrent derrière eux. 2 silhouettes en tunique blanche entrèrent dans la salle. Leurs visages étaient masqués, mais leurs gestes précis. Camille comprit qu'ils n'étaient pas seuls depuis le début. Elle tira un coup de semonce en l'air. Personne ne bouge. Les silhouettes reculèrent d'un pas, mais le fils Mercier ne broncha pas. Vous ne pouvez pas arrêter ce qui a déjà commencé. Le cœur du temple bat. Vous êtes au centre de son souffle. Et soudain, les lumières s'éteignirent. Un bourdonnement étrange monta du sol, un grondement profond, presque organique. Julien cria quelque chose, mais sa voix se perdit dans l'obscurité. Une odeur de cire brûlée envahit l'air. Camille tenta de rallumer sa lampe, mais la batterie semblait morte. Tout devint noir, sauf un point lumineux, rouge, qui pulsait sur le mur d'en face. Un cœur, dessiné à la peinture, battant lentement comme une respiration. Camille sentit ses genoux faiblir. Autour d'elle, les voix recommencèrent à psalmodier, graves, hypnotiques. Sekem renaîtra, et avec lui, la chair deviendra mémoire. Et puis plus rien, silence total. Quand la lumière revint brusquement, l'homme avait disparu. Les 2 silhouettes aussi. Seules restaient des bougies, fondues jusqu'à la cire. Sur le sol, à la place du symbole, une empreinte de main rouge. Julien, pâle comme un cadavre, murmura « On n'a plus affaire à un tueur, mais à une secte. » Camille ramassa la bougie encore tiède.
Sur le socle de métal, une inscription gravée « Ordo secem, caput tenebris ». Le véritable temple venait d'être révélé, et il ne se trouvait peut-être pas qu'entre les murs du musée. Le lendemain de la découverte du message caché, l'atmosphère à l'Institut de recherches anthropologiques était presque électrique. Les agents de la gendarmerie scientifique avaient bouclé une partie du laboratoire. Les journalistes s'agglutinaient derrière les grilles, flairant le scandale académique du siècle. Paul Girard, lui, restait enfermé dans son bureau, le regard perdu dans la lumière froide qui traversait les stores. Sur son bureau, les photos de la momie semblaient le fixer avec reproche. Le message, traduit mot pour mot, hantait son esprit. « Je ne suis pas morte d'une malédiction. Ils m'ont enfermée vivante. » Ce n'était plus seulement une affaire archéologique, c'était un crime, ou du moins une vérité étouffée depuis des siècles. Clara entra sans frapper, un dossier serré contre sa poitrine. « Paul, regarde ça. » Ça, c'est... Elle posa sur la table un vieux registre récupéré aux archives municipales de Marseille. Les pages jaunies racontaient l'inventaire des objets découverts dans la cargaison du navire Éole en 1924. Ce navire l'a transporté plusieurs caisses en provenance d'Alexandrie, mais l'une d'elles, étiquetée « spécimen humain fragile », n'a jamais été officiellement enregistrée à son arrivée à Toulon. Paul fronça les sourcils. « Tu veux dire que la momie n'aurait jamais dû se retrouver ici ?» Clara hocha la tête. « Ou qu'on a voulu cacher son origine. » Ishina. Ils décidèrent de retourner dans la salle des collections, malgré l'interdiction temporaire. Sous la lumière artificielle, la momie semblait presque respirer, son visage parcheminé à moitié dissimulé par des bandelettes fines. Paul approcha sa lampe UV. Sur la partie inférieure du linceul, une série de symboles apparut, invisibles à l'œil nu. Une ancre, un serpent et une inscription en grec ancien. « Ne réveillez pas ce que la mer a caché. » Clara recula, glacée. C'est une mise en garde. Cette nuit-là, incapable de dormir, Paul consulta d'anciens dossiers de l'Institut. Il tomba sur le nom d'un homme disparu des registres internes, Dr Louis Delmar, égyptologue ayant dirigé une mission en 1924. Selon le rapport, il serait mort en mer pendant le retour de l'expédition. Mais dans une note manuscrite ajoutée plus tard, quelqu'un avait barré le mot mort et inscrit « Portée disparue, dernier contact, Alexandrie ». Le même symbole de serpent apparaissait en marge. Le lendemain, Paul et Clara décidèrent de se rendre à la maison abandonnée de Delmar, dans le 7e arrondissement de Marseille. L'endroit sentait la poussière et le sel. Dans le grenier, sous une trappe mal dissimulée, ils découvrirent un coffre en bois cerclé de fer. À l'intérieur, des journaux de bord, des croquis de sarcophages. Et une photo sépia, celle d'un groupe d'archéologues posant fièrement devant une tombe ouverte. Au centre, une silhouette féminine enveloppée de tissu, mais son visage, contrairement aux autres, semblait vivant. Sur le dos de la photo, une inscription à l'encre brune. « Elle n'a pas voulu mourir là-bas ». Clara sentit un frisson parcourir sa nuque. « Et si la momie n'était pas ancienne ?» Paul la regarda, incrédule. « Tu veux dire contemporaine de Delmar ?» Elle acquiesça. Tout à coup, les mots du message prenaient un sens nouveau. Si cette femme avait été enterrée vivante dans les années 1920, alors quelqu'un avait orchestré un meurtre rituel pour protéger un secret. Mais pourquoi ? En fouillant plus loin dans les papiers, Paul tomba sur une correspondance entre Delmar et un certain comte d'Alzon, mécène connu pour financer des fouilles controversées. Dans une lettre datée de novembre 1924, Delmar écrivait « Le spécimen est intact. Elle parle encore dans mes rêves. Le comte ne doit jamais savoir. » Clara posa une main tremblante sur la table. Il l'a connue, peut-être même aimée. Paul hocha lentement la tête. Et pour la protéger, il l'a condamnée à l'éternité. Alors que la pluie commençait à tomber dehors, les deux chercheurs prirent conscience qu'ils venaient de rouvrir une tombe bien plus profonde que celle d'une momie oubliée. Une tombe pleine de mensonges, d'amours interdites et de silences vieux d'un siècle. Sur le plancher, sous le coffre, une petite plaque de métal brillait faiblement. Paul la souleva. Gravé dessus, un nom, Aïcha Delmar. Un silence lourd s'abattit dans le grenier. « Delmar, sa femme ?» murmura Clara. Paul sentit son cœur se serrer. La boucle commençait à se refermer. Le lendemain de leur découverte dans la maison du docteur Delmar, Paul et Clara ne purent trouver le sommeil. La plaque portant le nom Aïcha Delmar pesait sur leurs esprits
comme une malédiction invisible. Si la momie était réellement Aïcha, l'épouse ou l'amante du docteur disparu, alors tout ce qu'il croyait savoir sur cette affaire venait de s'effondrer. Le dossier prenait une tournure que ni la science ni la raison ne pouvaient expliquer. Paul passa la nuit à éplucher les registres civils. Il n'existait aucune trace d'une femme nommée Aïcha Delmar dans les archives françaises. Aucun mariage, aucune naissance, rien. Comme si elle n'avait jamais existé. Et pourtant, la preuve physique de son existence gisait, embaumée, sous les vitrines glacées de l'Institut. Au petit matin, Clara entra dans le bureau, le visage tiré, les yeux cernés. « Paul, j'ai trouvé quelque chose dans les notes du docteur Delmar. » Elle posa un carnet en cuir usé sur la table. À l'intérieur, des croquis, des formules chimiques, des phrases en arabe et en latin. Entre deux pages, une coupure de presse datée de 1925. Un célèbre égyptologue français porté disparu en mer Rouge. Mystère autour d'une femme voilée aperçue à bord. Paul sentit le sang quitter son visage. « Une femme voilée ?» murmura-t-il. Clara hocha la tête. « Et regarde la note en marge, elle a pris sa place. » Ils comprirent alors que Delmar avait probablement tenté de fuir avec cette femme, Aïcha, mais que quelque chose avait mal tourné. Peut-être une trahison, peut-être un rituel, peut-être les deux. Le carnet contenait aussi une série de symboles semblables à ceux retrouvés sur le linceul. Le serpent, l'encre et une troisième marque, un œil enfermé dans un cercle. Paul l'avait déjà vu, sur une des bagues portées par la momie. Ils décidèrent de retourner au laboratoire, malgré la surveillance policière. À la faveur de la nuit, ils pénétrèrent discrètement par l'aile latérale du bâtiment. Les couloirs étaient silencieux, seulement troublés par le bourdonnement lointain des réfrigérateurs. Dans la salle des collections, la momie reposait sous sa vitre de protection. Paul se pencha, tandis que Clara allumait la lampe. La bague brillait faiblement, l'œil gravé semblant les observer. Paul murmura « Si c'est bien Aïcha, alors elle voulait qu'on retrouve la vérité. » Il approcha le scanner infrarouge qu'il avait volé au laboratoire médico-légal. Sous les bandelettes, ils distinguèrent quelque chose d'étrange. Pas d'amulettes antiques, mais des fragments de tissu modernes, cousus avec du fil synthétique. Clara recula, suffoquée. « Paul, ça veut dire que... » Oui, la momie a été reconstituée, probablement moins d'un siècle en arrière. Mais alors, qui l'avait embaumée? Et pourquoi lui donner l'apparence d'une momie antique? Soudain, un bruit retentit dans le couloir. Des pas. Quelqu'un approchait. Paul fit signe à Clara d'éteindre la lampe. Ils se cachèrent derrière une étagère. Une silhouette entra. Un homme grand, vêtu d'un manteau sombre. Son visage resta dans l'ombre, mais sa voix, quand il parla, fit frissonner Clara. « Vous n'auriez pas dû ouvrir le coffre, Paul. Certaines vérités doivent rester enterrées. » Paul se raidit. Il connaissait cette voix. C'était celle du directeur de l'Institut, le professeur Lenoir. « C'est vous, depuis le début ?» lança Paul en sortant de l'ombre. Lenoir soupira. « Ce que vous appelez un crime n'en est pas un. C'était une promesse. Delmar a voulu sauver cette femme d'un sort pire que la mort. Il m'a chargé de protéger son secret. Et je l'ai fait, pendant près d'un siècle. Et si ça tomna, moi, qu'aussi... » Clara s'avança indignée. « Vous saviez que cette femme avait été enterrée vivante ?» Le professeur détourna le regard. Elle n'était plus vraiment vivante quand il l'a enfermée. Elle portait en elle une maladie inconnue, qu'aucun médecin ne pouvait comprendre. Delmar croyait qu'il pourrait la guérir par des méthodes inspirées des anciens rites de conservation. Il a échoué, mais son amour pour elle était plus fort que la raison. Il a voulu qu'elle reste intacte, qu'elle dorme éternellement. Le silence tomba, lourd et presque sacré. Paul baissa les yeux vers la momie. « Et le message? Celui que nous avons découvert sous les bandelettes ?» demanda-t-il. Le noir hocha tristement la tête. Il n'a pas été écrit par elle, mais par lui. Delmar savait qu'un jour, quelqu'un chercherait à comprendre. Ce n'était pas un cri d'agonie, c'était un avertissement. Ils m'ont enfermée vivante. Ce « il », c'était la science, la curiosité, la folie humaine. Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. « Et maintenant, que va-t-on faire d'elle ?» Le noir s'approcha de la vitre. « Rien. Vous allez publier vos travaux, bien sûr, mais sous un autre nom. La vérité scientifique sera préservée. La vérité humaine, elle, doit reposer ici. » Paul resta immobile. Quelque chose en lui refusait cette idée.
Il sentit un élan irrationnel, presque mystique. Il prit la bague de la momie, la serra dans sa paume. À cet instant, une odeur de myrrhe et de sable chaud emplit la pièce. Clara recula, choquée. Le corps, sous la vitre, sembla frémir. Les paupières craquelées se soulevèrent un instant, révélant 2 orbites vides, puis tout redevint silencieux. La vitre se couvrit d'une fine buée. Une seule phrase apparut, tracée comme par une main invisible. « Laissez-moi dormir ». Paul lâcha la bague, tétanisé. Le noir ferma les yeux, murmurant une prière ancienne. Clara s'effondra sur une chaise. Au petit matin, la salle fut scellée par les autorités. Le rapport officiel mentionna une réaction chimique due à l'humidité. Paul et Clara, eux, ne parlèrent plus jamais de ce qu'ils avaient vu cette nuit-là. Quelques mois plus tard, Paul quitta Marseille pour un poste à Alexandrie. Dans ses bagages, il emporta le carnet de Delmar, soigneusement rangé entre 2 volumes d'égyptologie. Certains soirs, il croyait encore sentir cette odeur de myrrhe dans son bureau, et il lui semblait entendre une voix douce chuchoter entre 2 rafales de vent du désert. Une voix féminine, lointaine, reconnaissante. Et quelque part, au fond de l'institut, derrière une vitre épaisse, la momie d'Aïcha Delmar est reposée enfin en paix. Non plus comme un objet d'étude, mais comme le témoin silencieux d'un amour assez fort pour défier la mort.